Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, mais très gênant pour le locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron, l'histoire des millions cachés qui auraient été acquis pendant sa période chez Rothschild entre 2008 et 2012. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyée sur deux enquêtes journalistiques très sérieuses qui ont été réalisées par le média Off Investigation et par le média Blast. Ces enquêtes journalistiques ont été reçues par un énorme silence dans les médias officiels et pourtant, croyez-moi, tout le monde devrait s'y intéresser. Cette affaire, elle commence avec la première déclaration que réalise Emmanuel Macron auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique en 2014, lorsqu'il remplace Arnaud Montebourg en tant que ministre de l'Économie. En effet, depuis l'affaire Cahuzac, tous les membres du gouvernement ont l'obligation de fournir cette déclaration à la Haute Autorité et elle porte sur les 5 années précédant la prise de fonction. Le but de la déclaration étant de prévenir les conflits d'intérêts et la corruption. Jusqu'à là, rien d'anormal, et pourtant ça soulève déjà des questions. Mais revenons quelques années en arrière au moment où Emmanuel Macron est encore un jeune loup au service de la banque d'affaires. Il intègre la banque Rothschild en 2008 en tant que banquier d'affaires. Rothschild & Co est alors le leader européen des fusions-acquisitions. Mais au fait, c'est quoi banquier d'affaires? Banquier d'affaires, c'est celui qui fait des deals, c'est-à-dire des opérations d'acquisition, fusion ou vente d'entreprises, généralement de taille considérable, et qui reçoit une commission sur la taille de la transaction. Donc si vous vendez une affaire à 16 milliards, vous savez que vous aurez plusieurs centaines de millions à encaisser. Donc c'est un enrichissement sans cause, et surtout qui est causé par une industrie de la transaction qui s'est autonomisée. Et donc, c'est la maladie française d'avoir survalorisé cette profession, qui est peuplée des narcs défroqués et qui veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que leurs semblables, qui a fait que la France, finalement, a passé sa vie à tout vendre. Très beau métier. Entre Emmanuel Macron et David de Rothschild, c'est le coup de foudre au premier regard. En un peu plus d'un an, David de Rothschild le sacre associé gérant de la banque, une véritable consécration. Surtout quand on sait qu'ils sont à peine une vingtaine. Et là, ça change tout. Surtout au niveau de sa rémunération, car là où un simple salarié est rémunéré par son salaire et d'éventuels bonus, l'associé gérant, lui, touche des dividendes sur le résultat. En un peu plus de 3 ans, Emmanuel Macron fait fortune chez Rothschild, où il aura encaissé plus de 3 millions d'euros officiellement. De sorte qu'en mai 2012, quand il quitte la banque pour aller rejoindre l'homme dont la finance est le plus grand ennemi, j'appelle François Hollande, qui le nomme alors secrétaire général adjoint, les Macron sont déjà très aisés. Au Touquet, Brigitte possède une maison estimée à 1 453 000 euros. Emmanuel, quant à lui, est propriétaire d'un appartement dans le 15e arrondissement, acquis en 2007 pour 890 000 euros. Malgré ce joli patrimoine, les Macron parviennent à ne jamais payer l'impôt sur la fortune entre 2008 et 2015. Ce qui permet à Emmanuel Macron de faire une jolie communication d'homme proche du peuple. Il répète à qui veut l'entendre qu'il n'est ni riche ni soumis à l'impôt sur la fortune. Sauf que c'est pas du tout l'avis de l'administration fiscale. Il se prendra alors à l'époque un joli redressement, mais attention de ne jamais utiliser ce terme devant Emmanuel Macron car lui préfère parler de réévaluation. Le 16 mars 2017, quelques années après, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, doit fournir une nouvelle déclaration fiscale actualisée. Mais là aussi, des bizarreries apparaissent. Des bizarreries de deux types. Déjà sur la déclaration en elle-même, et ensuite sur les montants déclarés, car seulement 309 000 euros apparaissent à son actif net. Ce qui est vraiment très peu quand on sait qu'il a gagné près de 3 millions d'euros chez Rothschild. Alors où est passé l'argent ? Déjà sur la déclaration en elle-même, l'avocat fiscaliste Jean-Philippe Delsol repère quelques incorrections. Son appartement du 15e a été vendu 980 000 euros, ce qui lui a permis de rembourser une bonne part de ses dettes. À l'actif de son patrimoine, il ne déclare que 609 000 euros. Et au passif, 53 000 euros d'indemnité de rupture qu'il doit à la fonction publique et 246 000 euros qu'il doit encore au Crédit Mutuel suite à un emprunt contracté fin 2011 pour prêter de l'argent à Brigitte. À l'entendre, son patrimoine net avoisinerait donc 308 000 euros. Mais en examinant de près cette déclaration de patrimoine, cet avocat fiscaliste va y repérer une anomalie.
Si Emmanuel a prêté 350 000 € à Brigitte, voire 500 000 comme le camp Macron l'affirmait au JDD en 2017. Alors, elle lui doit cet argent. C'est une créance qu'Emmanuel aurait dû inscrire à son actif, ce qui aurait porté son patrimoine à 658 000, voire 808 000 €. Mais deuxième bizarrerie, le montant très bas de son patrimoine net. Car comme je l'ai dit, il a gagné très bien sa vie à l'époque où il était chez Rothschild. Et seulement 2 ans après les avoir quittés, il n'aurait donc plus un rond. Où est passé l'argent? Et à l'époque, ça commence déjà à faire polémique. Souvenez-vous. Il déclare un patrimoine faible. Très faible, inférieur à la moyenne des Français. Et même si on ajoute les intérêts d'emprunt, peut-être même un patrimoine négatif, c'est-à-dire qu'il serait ruiné. Or, M. Macron a gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 quand il était chez Rothschild. 3 millions d'euros. Donc je ne n'accuse pas, je pose une question. Comment on explique cette disproportion entre ce qu'il a gagné et ce qui apparaît dans son patrimoine? Face à la polémique qui monte, Emmanuel Macron est obligé de réagir. Mais là, j'en veux beaucoup aux journalistes présents sur les plateaux car personne n'a vraiment pris le temps d'étudier le dossier et lui poser les bonnes questions. Malheureusement, vous ne prenez pas en compte dans votre calcul le fait que j'ai fait aussi des travaux dans ce qui était la maison que j'ai, ce qui a été d'ailleurs pris en compte et ce qui a été transcrit à la haute autorité. Elle en a eu à connaître, simplement elle ne le rend pas public. Les travaux font augmenter la valeur d'un patrimoine. C'est bien pour ça que ce patrimoine a augmenté dans sa valeur nette, mais que j'avais beaucoup d'endettement. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un appartement à Paris. Et ben voilà, j'ai progressivement remboursé et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part. Vous n'avez pas... L'anguille. Bon alors cette version officielle, elle a été totalement débunkée par les journalistes d'œuf Investigation. Tout d'abord, l'argent aurait servi à financer les travaux. Eh ben c'est pas possible car les travaux ont été financés par un prêt. Ensuite, j'ai utilisé une partie de mon argent pour rembourser mes emprunts. Les emprunts ont été remboursés par la vente de son appartement dans le 15e de 980 000 €. Surprenant, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant on n'a parlé que de la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire des déclarations officielles d'Emmanuel Macron. Le plus troublant dans cette histoire, c'est pourtant tout ce qu'on ne voit pas. En 2012, juste avant de rejoindre François Hollande à l'Élysée, Emmanuel Macron va conclure le plus gros deal de l'année chez Rothschild pour la modique somme de 9 milliards d'euros. Souvenez-vous. Le Suisse Nestlé a été le plus offrant dans l'enchère qui portait sur le rachat de la division lait infantile de l'américain Pfizer. Le Suisse a sorti son trésor de guerre pour faire échec au français Danone qui était également sur les rangs. Et effectivement, il va réussir à faire échec au français Danone puisque le deal a lieu. En gros, sa réussite, elle tient au fait qu'il connaissait très bien le patron de Nestlé, Peter Brabeck, et Jean-Michel Darrois, avocat d'affaires, qui lui a présenté le directeur juridique de Nestlé. Brabeck, Darrois, Macron, tout ce petit monde se connaissait de la commission Attali de 2007. Dans l'excitation de conclure le plus gros deal de sa carrière, Emmanuel Macron aurait déclaré à l'un de ses proches « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Le deal du siècle est bien conclu, sauf que pour cette opération, Macron n'aurait rien touché. Aucune trace d'ailleurs d'une quelconque commission dans les déclarations qu'il a faites à la HATVP en 2017, comme je vous l'ai indiqué, où il ne déclare un patrimoine net qu'à 309 000 €. Et même si on déduit les droits d'auteur perçus pour son livre Révolution, en 2016, seulement 35 000 €, soit moins que la candidate de la lutte ouvrière Nathalie Arthaud. Mais voilà, en mai 2015, une enquête explosive de Blast vient complètement remettre en cause ce récit. Un expert de l'évasion fiscale, Christian Savestre, a passé plus de 3 ans à étudier les documents de Rothschild pour arriver à la conclusion que ce scénario coécrit par la banque et Emmanuel Macron n'était ni possible ni crédible. Je vous cite l'article. Blast a consulté les documents collectés par le Français résident bruxellois. Ces investigations, dont nous avons vérifié la pertinence, aboutissent à un constat vertigineux. Le mystère des millions envolés d'Emmanuel Macron ne se chiffre pas à 2 à 3 millions d'euros, comme tout le monde a pu le croire et l'écrire ces dernières années, mais probablement au double, 6 ou 7 millions d'euros au bas mot ainsi évaporés. Formulé autrement, tous ceux qui se sont penchés sur le sujet n'ont pas regardé au bon endroit ni au bon moment. Alors officiellement, Emmanuel Macron n'aurait absolument rien touché pour cet accord car il serait parti avant la conclusion officielle de l'accord Nestlé-Pfizer pour aller rejoindre François Hollande. Christian Savestre lui propose 3 hypothèses.
Première hypothèse, Macron aurait renoncé volontairement à son bonus, estimé à 3,4 millions d'euros, par respect des règles comptables internes de Rothschild. Il aurait donc travaillé sans en tirer les gains habituellement associés à une telle opération. Deuxième hypothèse, il aurait été payé par anticipation, c'est-à-dire avant que l'opération soit finalisée. Mais cela poserait question. Pourquoi ces revenus en 2012 sont-ils si faibles, alors que Rothschild est connu pour bien rémunérer ce genre de transactions? Troisième hypothèse, la rémunération aurait été versée via une autre société du groupe Rothschild dans un autre pays que la France, ce qui la rendrait difficile à tracer dans ses déclarations. Sur cette possibilité, l'Élysée répond ne pas comprendre de quoi il s'agit. Ni l'Élysée ni Rothschild n'ont souhaité répondre aux questions qui ont été posées par Christian Savestre. L'Élysée s'est juste contenté de refuser l'option numéro 2, c'est-à-dire qu'il aurait été payé par anticipation. Alors comment la troisième option aurait pu être techniquement mise en place? Regardez cet extrait de Off Investigation. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust, mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man. Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy. À un moment, à Bercy, il y avait tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Picasse qui s'en était chargé pour Lazare, en tant qu'ex-membre du cabinet de Strauss-Kahn. Et il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait envoyé également, il avait obtenu ce système-là. C'est quelque chose qui serait légal en fait de verser 80% des fees à l'étranger? Eh oui, voilà. Arguant du fait que Rothschild a 2 sièges qui sont à Londres, Londres et Paris. Donc, en tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français. Ce qui fait que quand il fait sa déclaration, il a pu dire qu'il avait peu d'argent, qu'il avait gagné 2 ou 3 millions chez Rothschild. Mais il ne fait apparaître que ce qu'il a reçu en France. Et il n'a pas fait apparaître qu'il avait reçu dans un trust. Dans l'enquête de Blast, ils disent qu'on peut spéculer sur les techniques dont aurait pu bénéficier Emmanuel Macron, si cette piste est évidemment la bonne. Rémunération par l'une des 244 entités juridiques contrôlées par le groupe Rothschild, par exemple dans des paradis fiscaux comme Jersey, l'île de Man, versement à une entité externe au groupe, mais contrôlée directement par l'associé gérant, versement à un trust, ce qu'on vient de voir. Mais tout ça, évidemment, c'est au conditionnel, et comme il le précise dans l'article, ils n'ont ni preuve ni indice. Mais quoi qu'il en soit, on peut quand même chiffrer le montant dont Emmanuel Macron se serait délibérément privé à l'époque. Je cite l'article. Ainsi, en menant avec brio le deal Nestlé-Pfizer, Emmanuel Macron a fait gagner entre 68 et 85 millions d'euros à la banque Rothschild. Sur ce montant faramineux, à quoi pouvait-il prétendre? Le montant des success fees ou bonus pour opération réussie est un secret jalousement gardé, y compris entre les associés de la banque d'affaires. On en connaît néanmoins la fourchette. Elle oscille entre 5% des honoraires de la banque pour les très gros deals, 30% pour les plus petits, le temps de travail n'étant pas proportionnel à la taille du contrat. Conclusion, l'actuel chef d'État a gagné ou a laissé filer au minimum entre 3,4 et 4,25 millions d'euros, selon que Rothschild a facturé ses services entre 68 ou 80 millions d'euros. Laisser filer. Mais ça serait particulièrement étonnant car Emmanuel Macron a lui-même avoué aux journalistes de Libération qu'il s'était mis au service de Rothschild pour, je cite, mettre de l'argent de côté. Très intriguant tout ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout, car Blast a sorti un deuxième volet à son enquête et elle revient notamment sur l'affaire du portefeuille d'actions d'Emmanuel Macron disparu. Donc là, je vous cite le deuxième volet de l'enquête réalisée par Blast.
Après le récit du rachat par le Suisse Nestlé à l'américain Pfizer de sa branche nutrition infantile, retour donc aux années Rothschild d'Emmanuel Macron pour une saison 2. En effet, les 4 années pendant lesquelles, de septembre 2008 à mai 2012, l'actuel locataire de l'Élysée a exercé le métier de banquier d'affaires avenue de Messine, siège de la Banque d'affaires à Paris, n'ont pas livré tous leurs secrets. Cette fois, à la suite de l'expert de l'évasion fiscale Christian Savestre, Blast s'est intéressé à son ancien portefeuille d'actions qui lui aussi a disparu. Des millions d'euros encore dont on ne trouve plus trace. Pour renseigner sa déclaration, l'inspecteur des finances Macron doit préciser ses revenus des 5 années précédentes sur une période qui couvre ainsi son activité chez Rothschild. Dans celle adressée le 24 octobre 2014 à la HATVP, 2 lignes qui concernent ses sources de rémunération méritent qu'on s'y intéresse tout particulièrement. Emmanuel Macron précise avoir reçu en 2011 291 286 euros de dividendes, puis encore 270 296 en 2012. Pour atteindre de telles sommes en retour, il faut posséder un beau stock d'actions. Pourtant, surprise, ce portefeuille de titres qui a produit jusqu'en 2012 de confortables revenus a totalement disparu en 2013. Il s'est volatilisé. Donc vous avez bien compris, chaque année Emmanuel Macron recevait le fruit d'un portefeuille d'actions dont on n'a pas la trace, et d'un coup, ses versements se sont arrêtés. Il a peut-être cédé ses parts et vendu son portefeuille, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne voit aussi aucune trace d'une rentrée d'argent ? L'enquête réalisée par Blast estime que cette vente n'apparaît nulle part. Et la haute autorité de transparence de la vie publique n'aurait même pas interrogé Macron à ce sujet. Et encore une fois, les montants dont on parle peuvent être extrêmement conséquents. Écoutez Christian Savestre. Sur 2011 plus 2012, il déclare plus d'1,5 million d'euros de dividendes. Ça veut dire que le portefeuille qui génère ces dividendes, c'est selon les hypothèses qu'on fait en termes de taux de rendement, ça peut aller jusqu'à entre 4 et la fourchette est large, mais entre 4 et 9 millions. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais il ne donne pas la valeur du portefeuille d'actions correspondant, et 2, il ne divulgue pas les noms des sociétés. Il dit c'est des dividendes qui proviennent de sociétés du groupe Rothschild. Mais d'abord, on n'est pas forcé de le croire. Alors voilà, des millions gagnés, mais disparus, des incohérences flagrantes, mais jamais creusées, et surtout aucune enquête judiciaire, malgré des alertes de fiscalistes, journalistes et associations anticorruption. Où sont vraiment passés les millions d'Emmanuel Macron? Ce n'est pas une théorie, mais une véritable question qui mérite des réponses. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager. D'autres vidéos arrivent très bientôt.